morte par ma faute. Chaque fois que le visage de ma sœur surgit dans mon esprit, les larmes me montent aux yeux inévitablement. Une douleur sourde me serre le cœur, mêlée à une culpabilité qui ne me quitte jamais. Car oui, c'est de ma faute si elle n'est plus là. Ce poids, je le porte chaque jour, et il m'écrase encore aujourd'hui. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est sans doute une tentative maladroite de trouver un peu de paix, ou peut-être juste un moyen de lui dire pardon. Je m'appelle Auguste. Je suis le dernier d'une fratrie de 4 enfants, le petit dernier, celui qu'on chouchoute, celui qu'on excuse trop souvent. Depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, c'est ma grande sœur Emma qui veillait sur nous. Elle était notre lumière du quotidien, notre pilier. Tous les matins, elle nous accompagnait à l'école, et tous les soirs, elle était là pour nous ramener. Elle nous préparait le goûter, s'occupait des repas, s'assurait que tout tourne rond à la maison. Nos parents, pris par un travail exigeant, ne rentraient que tard le soir, épuisés, souvent absents, même lorsqu'ils étaient présents. Alors, c'était Emma, toujours elle, qui faisait tourner notre petit monde. Les années ont passé, et un à un, mon frère et ma sœur aînée ont quitté le nid familial pour suivre leur propre route. Il ne restait plus qu'Emma et moi. Toujours célibataire, elle vivait encore avec nous, malgré les conseils insistants de mes parents. « Trouve-toi quelqu'un, pense à toi, vis ta vie. » Elle refusait de partir. Elle restait fidèle, dévouée, peut-être trop. Elle continuait de s'occuper de la maison, comme si le temps n'avait pas changé les choses. Quant à moi, j'étais l'enfant à problème, gâté jusqu'à l'excès, protégé, dispensé des responsabilités. Les corvées, c'était pour Emma. Moi, j'étais ce petit prince capricieux, enfermé dans ce confort, incapable de voir le poids que portait ma sœur sur ses épaules. Puis vint l'année de terminale, une année qui aurait dû être décisive, mais qui a marqué le début de ma chute. Je me souviens de ce garçon, Kevin. Il traînait souvent devant le lycée, entouré d'une bande de jeunes au regard dur, à l'attitude désinvolte. Il avait ce style rebelle, cette assurance froide qui m'inoptisait. Ses cheveux rouges, sa manière de se tenir, je ne pouvais m'empêcher de le regarder et la remarquer. Un jour, il est venu vers moi. Son ton était à la fois moqueur et intrigué. Il m'a demandé mon nom, ma classe, puis, avec un sourire en coin, il m'a proposé de venir m'amuser avec lui et sa bande le week-end. Il m'a parlé d'une base secrète près des rails, sans plus de détails. Avant de tourner les talons, il a lâché. « Si tu veux vraiment, tu sauras trouver. » Et bien sûr, j'ai voulu. Je me suis renseignée, discrètement, jusqu'à ce qu'un autre jeune du quartier me glisse l'info. Leur bande se retrouvait souvent sous un vieux pont abandonné, un endroit où on fumait, où on se perdait dans des paradis artificiels. J'étais curieux, naïf, aveugle. J'avais envie d'être accepté, d'être comme eux, d'être comme lui, car je le trouvais vraiment cool. Le week-end arriva plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai longtemps hésité. Mon cœur battait fort, tiraillé entre la peur de l'inconnu et le désir brûlant d'appartenir à quelque chose ou à quelqu'un. Mais au bout d'un moment, j'ai enfourché mon vélo comme poussé par une force que je ne contrôlais pas, et je me suis dirigé vers ce fameux pont abandonné. L'endroit était sombre, isolé, presque irréel. Une ambiance lourde flottait dans l'air. Kevin m'a vu arriver de loin. Il m'a fait un signe, comme si j'étais attendu, comme si j'avais enfin franchi une sorte de seuil invisible. Il m'a présenté à sa bande. Ils étaient là, à rire, fumer, parler fort. Parmi eux, un gars plus âgé, sûrement dans la vingtaine, au regard dur et au ton sec, m'a tendu un joint en me lançant un ordre froid. « Fume !» Je savais que ce n'était pas juste du cannabis. Il y avait autre chose là-dedans, quelque chose de plus fort, de plus dangereux. Alors j'ai refusé, d'abord timidement. Mais son visage s'est fermé, son regard est devenu noir. Il s'est approché et m'a menacé, clairement. « Tu veux traîner avec nous? Tu fais comme nous. Sinon, la prochaine fois que je te croise ici, je te fais la peau. » La peur m'a envahi. J'étais paralysée, pris au piège. Alors j'ai cédé. J'ai pris ce qu'il m'a donné. J'ai tiré une bouffée. C'était la première fois que je me droguais. Et cette première fois allait tout changer. Dès lors, tout a basculé. Après les cours, le week-end, je n'avais qu'un seul refuge, une seule obsession, les retrouver. Sous ce pont sale, dans cette ambiance trouble, j'avais l'impression d'exister, d'être vue.
J'étais loin de me douter que je venais d'ouvrir la porte à un gouffre qui allait tout emporter. Petit à petit, tout m'échappait. J'ai commencé à sécher les cours, un jour, puis 2, puis une semaine entière. Les devoirs ne m'intéressaient plus. Le lycée est devenu un souvenir lointain. J'ai fini par ne plus y remettre les pieds du tout. Mes parents, absorbés par leur travail, ne se doutaient de rien. Les messages d'alerte que l'école envoyait, je les interceptais, les effaçais, les cachais. Rien ne devait troubler ma double vie. Mais on ne peut pas fuir la réalité indéfiniment. 4 mois plus tard, le lycée a fini par réussir à joindre mes parents. Ce jour-là, tout a éclaté. Mon père est entré dans une colère noire. Il ne comprenait rien à mon comportement. Pourquoi son fils avait-il tout abandonné? Pourquoi ce rejet de l'école, de la famille, de tout ce qu'ils avaient essayé de construire? Mais moi, je n'entendais plus leurs cris. J'étais sourd à leur inquiétude. Je ne supportais plus leur voix, leur autorité, leurs reproches. Alors j'ai cessé de rentrer à la maison. Je dormais chez l'un des membres de la bande. Là-bas, je me sentais libre, loin de leur jugement, ou du moins, c'est ce que je croyais. Les 2 plus âgés de la bande, Mario et Marcus, étaient des trafiquants. Je les regardais avec admiration et crainte. Un jour, ils m'ont proposé de les suivre, et sans réfléchir, j'ai accepté. Je suis devenu l'un d'eux. J'ai appris à dealer, à repérer les bons clients, des hommes riches qui nous donnaient de grosses sommes pour quelques grammes d'oubli. On se faisait de l'argent. C'était grisant, dangereux et addictif. Puis un jour, on a reçu un appel d'un type fortuné. Il voulait une quantité énorme. Ce soir-là, j'ai suivi Mario et Marcus pour l'échange. On a reçu 20 000 €. Jamais je n'avais vu autant d'argent d'un seul coup. C'était irréel. On flottait dans une illusion de puissance. Mais cette vie, ce monde, c'était aussi celui des cambriolages, des risques, des nuits sans sommeil, des fuites précipitées. Pendant 1 an, j'ai vécu dans cette spirale, jusqu'à ce que la réalité me rattrape. J'avais 19 ans, et soudain, j'ai ouvert les yeux. Je ne savais plus qui j'étais. Je me suis vue dans un miroir. Ce n'était plus moi. J'étais fatiguée, vide, en danger. Alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai tourné le dos à cette bande, à Kevin, à Mario et à Marcus, à tout ce que j'avais fui pour me perdre. Mais eux n'étaient pas prêts à me laisser partir. Quand je leur ai annoncé que je quittais tout, Mario a sorti une arme. Son regard était glacial, sa voix tranchante. « Si on revoit ta tête, t'es mort. » J'ai tremblé de tout mon être, mais je ne me suis pas retournée. J'ai fui. Pour la première fois, j'ai fui, non pas la réalité, mais le cauchemar que je m'étais moi-même fabriqué. Je suis rentrée chez moi, j'ai supplié mon père, ma mère, j'ai pleuré, j'ai promis de changer, de redevenir quelqu'un de bien. Un week-end, alors que je traînais, affalée sur le canapé du salon, encore engourdi par le stress d'une nuit sans but, un oncle est venu nous rendre visite. Je ne savais même pas qu'il avait emménagé dans notre ville il y avait déjà 1 an. Il était là, souriant, détendu et incroyablement changé. Il portait de beaux vêtements, une montre qui brillait plus que le soleil dehors. Il nous a parlé de ses voitures neuves, toutes impressionnantes, et de sa maison, une grande bâtisse qu'il avait achetée pour 600 000 €. J'étais bouche bée. Cet oncle n'avait jamais été qu'un simple agent de sécurité, et sa femme travaillait dans une usine. Rien, en apparence, ne justifiait une telle fortune. Ça me rongeait. Comment avait-il pu réussir autant, alors que moi, je peinais simplement à me reconstruire? Quelques jours plus tard, je suis allée le voir. Je voulais savoir, connaître son secret. Je voulais moi aussi réussir, faire de l'argent, quitter cette vie vide. Dès qu'on a commencé à discuter, quelque chose m'a troublée, sa voix. Elle me paraissait étrangement familière, comme un écho lointain que je n'arrivais pas à identifier. Il m'a alors conseillé de commencer humblement, en travaillant dans un garage qu'il connaissait bien, celui où il faisait entretenir ses voitures. Il m'y a emmené, histoire de voir si le boulot me plairait. C'est là que tout a basculé. Au fond du garage, garé parmi d'autres, j'ai reconnu l'une de ses voitures. Pas n'importe laquelle. Celle-là, je l'avais déjà vue, 6 mois plus tôt, lors de cette fameuse nuit d'échange avec les 20 000 €. La même silhouette, la même couleur, les mêmes détails. Ce jour-là, l'homme riche qui nous avait passé la commande, c'était lui, mon oncle. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon oncle, ce modèle soudain de réussite, était lui aussi plongé dans ce monde, le monde
que j'avais fui. Je me suis tournée vers lui, le regard fixe. Dis-moi la vérité. C'est toi ce soir-là, n'est-ce pas? Il a nié, bien sûr. Il a enchaîné les excuses. Je fais plein de petits boulots. Je bosse au garage, à la poste. Je travaille beaucoup, c'est tout. Mais je n'étais pas dupe. Je me suis approchée de sa voiture, les yeux plantés dans les siens. Tu ne peux pas me mentir. Même si la plaque était cachée à l'époque, je sais que c'était toi. Je suis sûre. Son visage s'est figé. Le masque est tombé. Sa voix s'est durcie, froide comme la lame d'un couteau. Tu ne dis rien à personne. Pas à ta famille, pas à tes amis. Personne. C'est la seule condition. Et moi, j'ai accepté. J'étais trop tentée. Tout ce que je voulais, c'était comprendre, apprendre, faire partie de ce monde à nouveau, mais cette fois, sous la coupe de quelqu'un de confiance. Un week-end, il m'a emmenée dans une grande ville pour rencontrer un client important. J'étais nerveuse, mais excitée. C'est là-bas que le passé m'a rattrapée. Dans un parking sombre, à quelques mètres de notre point de rendez-vous, je les ai vus. Mario, Marcus, mes anciens compagnons de perdition. Eux aussi étaient là, pour la même raison. Nos regards se sont croisés, le temps s'est figé, et puis le chaos. Ils se sont précipités vers moi, m'insultant, criant que j'étais un traître, qu'ils allaient me faire la peau. J'ai à peine eu le temps de réagir. J'ai couru vers la voiture de mon oncle. On a démarré en trombe, laissant derrière nous leurs cris et leur haine. De retour en ville, mon oncle a été catégorique. Il fallait que je reste caché, que je disparaisse pour un temps. Trop dangereux, trop risqué. Et moi, à nouveau, je me retrouvais piégé entre deux mondes. L'un que j'avais fui, l'autre que je venais à peine de retrouver et qui me menaçait déjà de toutes parts. Un soir, on devait fêter l'anniversaire de ma mère. Emma était sortie faire des courses, comme toujours, avec ce même sens du devoir, cette tendresse silencieuse qu'elle portait au fond d'elle. Il était presque 18 heures quand elle est rentrée. Depuis la voiture, elle a klaxonné, comme à son habitude, pour que je vienne l'aider à porter les sacs. Je suis sortie, tranquille, sans me douter une seule seconde de ce qui allait suivre. Pendant qu'on déchargeait les courses, j'ai remarqué un groupe de voyous au coin de la rue, le genre de silhouette qu'on apprend à repérer quand on a vécu de l'autre côté. Mon cœur a brièvement tressauté, mais je n'ai pas voulu y prêter attention. J'ai fait comme si de rien n'était. Je portais 2 sacs en remontant l'allée vers la maison. Puis, tout a basculé. Des détonations ont éclaté derrière moi, sèches, brèves, inattendues. J'ai à peine eu le temps de me retourner qu'Emma s'est jetée sur moi. Un geste pur, sans hésitation. Elle m'a protégée de son propre corps. Elle s'est effondrée dans mes bras. Le monde s'est figé. Je me suis mis à hurler. Les voisins sont sortis, attirés par les coups de feu et mes cris déchirants. Mais il était trop tard. Les tireurs s'étaient déjà évaporés dans l'ombre. Quand les secours sont arrivés, Emma était morte. Morte dans mes bras. Morte à ma place. Je sanglotais, incapable de comprendre, incapable de respirer. Pourquoi m'a-t-elle protégée? C'est moi qu'il visait. C'est moi qui avais fui ce passé. C'est moi qui devais mourir. Et c'est elle qui a payé. Si mes parents apprenaient que leur fille est morte par ma faute, jamais ils ne me pardonneraient. Et moi non plus, je ne me pardonnerai jamais. J'ai suivi les policiers comme un fantôme. Au commissariat, j'ai tout raconté, que c'était moi qu'ils visaient, que c'était Mario, Marcus, que je méritais la prison. Je les ai suppliés de m'enfermer, mais ils ont refusé. Je n'avais aucun casier, rien de concret contre moi. Quand tout a été dit, une seule chose me hantait. Je ne pouvais pas rentrer, pas après ça. Je ne pouvais pas affronter leur regard. Mais je suis tout de même retournée brièvement à la maison pour récupérer mes affaires. Quand j'ai franchi le seuil, j'ai senti l'atmosphère glaciale. Toute la famille était là, silencieuse, accablée. Mon oncle aussi était présent. Avant même que mes parents n'ouvrent la bouche, je les ai arrêtés. Ne dites rien. Je sais le mal que j'ai causé. Je pars. Je ne peux pas rester ici. Je voyais la peur dans les yeux de mon oncle. La peur que je révèle ce qu'il était vraiment. Alors, sans perdre une seconde, il a saisi l'occasion pour se protéger. Il faut le chasser d'ici. Ce garçon est un voyou. Tant qu'il est là, vous êtes tous en danger. Ces mots sont tombés comme un coup près. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas crié.
Je savais qu'il voulait sauver sa peau. Et au fond, je n'avais pas la force de me défendre, pas après avoir perdu Emma. Alors j'ai fait mes valises, j'ai pris un billet de train et je suis partie. Je suis allée chez un ancien ami que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Il vivait avec sa petite amie. Quand il m'a vu débarquer, il n'a rien demandé tout de suite. Il a vu dans mes yeux que j'étais brisée. Il a alors accepté de m'héberger temporairement. Au bout de quelques jours chez mon ami, la tension est devenue insupportable. Je le voyais dans les regards, dans les silences, dans les gestes de sa copine. Elle ne supportait plus ma présence. Et tout a explosé le jour où j'ai eu le malheur de demander un peu d'argent à mon ami. Sa copine a réagi violemment. Les cris ont fusé. Une dispute éclata, bruyante, amère. Elle m'a pointé du doigt, le visage plein de colère. « C'est à cause de lui. Depuis qu'il est là, on se dispute tous les jours. Il fout le bordel dans notre vie. Il n'a rien à faire ici. » Elle m'a alors mis dehors, sans un mot de plus. Je n'ai même pas cherché à répondre. Je me suis retrouvée seule, une fois de plus, mes sacs à la main, le cœur vide, errant dans les rues comme une ombre. Je marchais sans but, sans destination, le regard fuyant, trop honteux pour croiser celui des passants. J'avais l'impression que tout le monde voyait mon échec inscrit sur mon front. Je me suis assise sur un banc, perdue dans mes pensées. Devais-je retourner chez mes parents, affronter à nouveau leur regard, leur silence, peut-être leur haine? Je n'en avais pas la force. C'est alors que je l'ai vue, une vieille dame s'approchait lentement d'une poubelle, juste à côté. Je l'avais déjà remarquée plusieurs fois durant mon séjour chez mon ami, toujours dans le quartier, toujours penchée au-dessus des déchets. Je lui ai alors demandé doucement. « Vous vivez ici, madame? Pourquoi vous faites ça, fouiller dans les poubelles ?» Elle a levé les yeux vers moi, sans gêne, sans honte. Elle m'a expliqué, simplement, avec une voix fatiguée mais digne. Elle survivait avec une maigre retraite, à peine de quoi tenir le mois. Alors, pour s'en sortir, elle avait décidé d'agir, d'affronter la rue. Son histoire m'a profondément touchée. J'ai senti un écho. Alors, pour la première fois depuis longtemps, je me suis confiée. Vous savez, votre vie et la mienne ne sont pas si différentes. La seule chose, c'est que vous êtes vieille, et moi, encore jeune. Mais au moins, vous avez trouvé un moyen de survivre. Mais je pense que vous devriez attendre sagement votre pension, et ne plus fouiller les poubelles. Elle m'a regardé longuement, puis, avec une douceur inattendue, elle m'a dit. Jeune homme, si j'avais ta jeunesse et ta force, crois-moi, je ne serais pas ici à fouiller les poubelles. Toi, tu as pris un mauvais chemin, oui, mais tu peux encore te relever. C'est toi le maître de ton destin. Tu dois agir. N'attends pas qu'on vienne te sauver. Elle a continué, avec des mots qui sont restés gravés en moi. Moi, je n'ai pas honte. Je préfère fouiller les poubelles que d'aller pleurnicher chez mes enfants pour de l'argent. À force, ils finiraient par me détester. C'est pareil pour toi. Tu dois t'aider toi-même. Trouve-toi un vrai travail, puis trouve un logement. Ensuite, apprends à te soigner de l'intérieur et surtout, apprends à t'aimer à nouveau. Ne rejette plus la faute sur les autres. Ceux qui vivent dans le blâme ne trouvent jamais la lumière. Si tu arrives à reconstruire ta vie par toi-même, alors tu sauras que tu es devenu un vrai homme. Moi, je suis juste une vieille femme qui ne connaît pas grand-chose à la vie. Mais si mes mots peuvent t'aider, alors écoute-les. Et ce soir-là, sur ce vieux banc, au milieu de rien, une vieille dame m'a tendu ce que personne ne m'avait jamais offert, une vérité nue, sans jugement et une chance de me relever. Ce soir-là, en écoutant cette vieille femme me parler avec autant de clarté et de sincérité, quelque chose a changé en moi. Une prise de conscience. Je ne pouvais pas continuer à fuir. Je ne pouvais pas passer mes nuits sur un banc, laisser la honte me détruire, accepter la misère comme une fatalité. J'étais jeune, en vie, et surtout, j'avais encore le pouvoir d'agir. Le lendemain, dès les premières lueurs du jour, j'ai commencé à chercher du travail. J'avais faim, froid, peur, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais une direction.
J'ai appelé ma mère. Je ne savais pas comment elle réagirait, mais au bout du fil, sa voix a tremblé. Malgré tout, j'étais encore son fils. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a simplement transféré 2000 €. Grâce à ça, j'ai pu m'installer temporairement dans une auberge de jeunesse. C'était modeste, parfois bruyant, mais au moins, j'avais un toit. Une semaine plus tard, j'ai enfin décroché un emploi. Ce n'était pas grand-chose, un boulot simple, sans prestige, mais c'était un vrai travail, le premier pas vers une vie nouvelle. Avec mon premier salaire, j'ai trouvé un petit studio, minuscule, mais à moi. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais fermer une porte derrière moi et me sentir un peu chez moi. Puis, la vie m'a offert une éclaircie inattendue. J'ai rencontré quelqu'un, une fille douce, attentive. Elle aussi avait connu ses blessures. Elle vivait avec sa mère dans une grande maison vide, pleine de souvenirs et de silence. Quand elle m'a proposé de m'installer chez elle, j'ai hésité, puis j'ai accepté. Sa mère m'a accueilli comme un fils. Elle était heureuse de voir sa fille heureuse, et moi, j'ai trouvé là un cocon fragile mais précieux, une seconde chance. Quelques mois plus tard, mes parents m'ont appelé. Leur voix était moins dure, moins lointaine. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont appris la nouvelle. Mario et Marcus avaient été arrêtés. La police les avait inculpés pour le meurtre d'Emma. Je suis resté silencieux, bouleversé. Un soulagement immense m'a envahi, mêlé à une tristesse profonde. Rien ne ramènerait ma sœur, mais au moins justice avait été rendue. Le poison qui m'avait détruit avait enfin un visage derrière les barreaux. Et moi, petit à petit, j'apprenais à respirer à nouveau. Je n'avais toujours pas eu le courage de revenir voir mes parents, de me tenir devant eux, les yeux dans les yeux. Mais je sentais qu'ils attendaient, qu'ils espéraient, eux aussi, une réconciliation. Un jour, peut-être. Aujourd'hui, je suis marié et père de 2 merveilleux enfants. Ma vie a repris un sens, un équilibre. Pourtant, il y a une douleur en moi qui ne disparaît pas. Je n'ai toujours pas trouvé la force de me pardonner, ni celle d'affronter le regard de mes parents. Même si je leur donne régulièrement des nouvelles par téléphone, je n'ai pas encore eu le courage de revenir vers eux en face. Il y a quelque temps, nous avons appris que mon oncle, celui-là même, qui m'avait rejeté, qui s'était posé en homme respectable, a été arrêté pour trafic de drogue. Toute la famille a été bouleversée. Et je vais être honnête, j'ai ressenti un étrange soulagement. Enfin, la vérité éclatait. Lui, qui m'avait pointé du doigt, qui avait conseillé à mes parents de me chasser, trempait, en réalité, bien plus profondément que moi dans ce monde-là. Il ne valait pas mieux, peut-être même pire. Mais malgré tout cela, la blessure que rien ne semble pouvoir guérir, c'est la mort de ma sœur Emma. Elle est toujours là, en moi, comme une plaie ouverte. Je suis aujourd'hui en thérapie, parce que je veux aller mieux, pour elle, pour mes enfants. J'espère qu'un jour, je parviendrai à me libérer de cette culpabilité. 2 fois par an, je me rends sur la tombe d'Emma. À chaque visite, je m'effondre en larmes, et je lui demande pardon. Pardon de l'avoir entraînée dans ce drame. Pardon de n'avoir pas été le frère qu'elle méritait. Elle ne m'est jamais apparue en rêve. J'attends encore ce signe. Peut-être pour me dire ce que je dois faire pour me racheter. Mon histoire est un cri, un avertissement pour ceux qui, comme moi autrefois, pensent que le raccourci mène à la liberté et que la rue est une échappatoire. Ce n'est qu'un piège, un mirage qui finit toujours par voler ce qu'on a de plus précieux. Si ce récit peut empêcher, ne serait-ce qu'un seul jeune, de commettre les mêmes erreurs, alors peut-être qu'Emma ne sera pas morte pour rien. Quand je remémore le cours de ma vie, je vois défiler mes choix, mes folies. Les échos de mes fautes me hantent chaque nuit. Et le silence me juge, me poursuit. Pardon pour le mal que j'ai semé. Pardon pour
tort pour réparer. Pardon, laissez-moi juste expier. J'ai pris des routes que je regrette, fui vos regards fermés.